Bienvenue à tous dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on sort un peu des sentiers battus. Ah oui, on change de décor. Exactement. On délaisse les statistiques et les analyses pour se plonger dans une histoire extraordinaire. Un récit qui a traversé les époques. Un classique indémodable. Tout à fait. On va parler de 5 semaines en balance Jules Verne. Un livre disponible chez Édition Kill sur Amazon.fr. Et oui, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil si vous voulez avoir le livre entre les mains pendant qu'on en parle. Alors, comme toujours avec The Deep Dive, on va explorer en profondeur cette œuvre, en dégager les éléments clés, mais sans jamais vous spoiler la fin. On veut vous donner envie de le lire, pas vous gâcher le plaisir de la découverte. Exactement. Et pour ce voyage littéraire, on a la chance d'être accompagné par notre expert. Ravi d'être là. Alors, prêt à nous faire découvrir 5 semaines en balancé. Carrément. Parfait. On commence par le personnage principal, le docteur Samuel Ferguson. Décrivez-le nous un peu. Alors, Samuel Ferguson, la quarantaine, une apparence assez banale au premier abord, ni grand, ni petit, ni gros, ni maigre, mais quand on observe son visage, c'est autre chose. Des traits réguliers, froids, et surtout un nez. Comment dire? Un nez en peau de vaisseau. Ah oui, ça annonce la couleur. Exactement, on comprend tout de suite qu'on a affaire à un explorateur dans l'âme, un homme fait pour l'aventure, et puis il y a ses yeux. Doux, mais intelligent. Un regard qui captive. Un personnage plein de contrastes donc. Absolument. Et son passé, est-ce qu'il est à la hauteur de ce physique d'aventurier? Ah, mais complètement. On pourrait écrire un livre entier sur sa jeunesse. Il a passé sa vie à voyager, à découvrir le monde. Et puis il a des connaissances incroyables en plein de domaines. L'hydrographie, la physique, la mécanique. Il touche à tout. Un vrai touche à tout, oui. Botanique, médecine, astronomie. Il a une soif de savoir insatiable. À 22 ans, il avait déjà fait le tour du monde. Impressionnant. Il a même été ingénieur au Bengale, vous savez. Ah oui, mais il a vite démissionné. Il supportait mal l'autorité, les ordres. Il a besoin de liberté pour explorer, pour découvrir. Après l'Inde, il est parti en Australie, puis en Amérique. Il a participé à des expéditions périlleuses, traversé des contrées hostiles. Bref, un homme robuste, capable de s'adapter à toutes les situations. On comprend pourquoi la Société royale géographique de Londres s'est emballée pour son projet de traversée de l'Afrique en ballon. Ah oui. Imaginez la scène. Une salle remplie d'explorateurs chevronnés, des hommes qui ont vu du pays, et tout suspendu aux lèvres de Ferguson. Il devait avoir un certain charisme, ce Ferguson. Ah ça oui, il a présenté son projet avec une telle conviction, une telle passion, que tout le monde était conquis. Son discours a fait le tour de la presse scientifique, un vrai triomphe. On parie même sur sa réussite à Londres. Exactement. Sur sa survie, sur la date de son retour, c'était un événement incroyable. Mais Ferguson n'est pas seul dans cette aventure, n'est-ce pas? Il y a aussi son ami Dick Kennedy. Dick Kennedy, un Écossais pur jusant, un colossal. Plus de 6 pieds d'eau, une force herculéenne, le visage bronzé par le soleil. On dirait un personnage sorti d'un roman de Walter Scott. Vous avez tout compris. D'ailleurs, Jules Verne le compare à Albert Glendinning. Des yeux noirs, perçants, un air décidé, un homme d'action, courageux et loyal. On peut compter sur lui. Et leur amitié, comment est-elle là? Ils se sont rencontrés en Inde, dans le même régiment, mais figurez-vous qu'ils n'ont pas du tout les mêmes passions. Kennedy, c'est un chasseur. Il adore traquer le tigre, l'éléphant. Un vrai baroudeur. Alors que Ferguson, lui, préfère observer les plantes, les insectes. Un scientifique dans l'âme. Du caractère opposé, donc. Oui, mais ils sont liés par une amitié profonde. Une amitié qui a résisté aux épreuves, aux différences. Et quand Ferguson lui a parlé de son projet de voyage en ballon, comment a réagi Kennedy Mead? Il n'en croyait pas ses oreilles. Il a tout fait pour le dissuader. C'est la folie, il lui disait. Tu vas te tuer. La réaction d'un ami inquiet. Oui, mais Ferguson a su le convaincre. Il lui a parlé de la gloire, de la contribution à la science. Les arguments qui font mouche chez un explorateur. Exactement. Et n'oublions pas le troisième larron, Joe, le domestique de Ferguson. Ah, Josan, un personnage adorable. Dévoué corps et âme à son maître. Toujours prêt à le servir, à anticiper ses besoins. Et puis une confiance aveugle dans le docteur. Un peu naïf, peut-être ouais. Disons qu'il voit le monde à travers les yeux de Ferguson. Pour lui, le docteur a toujours raison. Et ce voyage en ballon, c'est déjà une réussite assurée. Il met du baume au cœur, ce Joe. Ah oui, il est d'un optimisme à toute épreuve. Pendant les préparatifs à Londres, il était comme un enfant. Et les préparatifs, parlons-en. Ferguson a choisi l'hydrogène pour gonfler son ballon. Oui, c'est le gaz le plus léger, vous savez. Il a tout calculé au millimètre près. Le poids du matériel, la taille du ballon.
Rien n'est laissé au hasard. Un vrai scientifique. Oui, il a passé des semaines à vérifier la solidité de l'enveloppe, à s'assurer que tout était parfait. Et Joe l'aidait, bien sûr. Avec une joie immense, Ham. Il était fasciné par ce ballon gigantesque. Il faut dire que c'était impressionnant à voir. On a même dû aménager la cale du Resolute, le navire qui les emmenait à Zanzibar, pour pouvoir transporter tout le matériel. Le 21 février, le grand départ a enfin lieu. Oui, il quitte Londres pour Zanzibar. Et pendant la traversée, on imagine que les conversations tournaient beaucoup autour du voyage. Ah oui, Ferguson était intarissable sur le sujet. Il racontait ses explorations passées, parlait des grands explorateurs de l'Afrique. Barth, Burton, Speke, Livingstone. Des noms qui font rêver. Oui, et puis il leur expliquait les difficultés du voyage terrestre, les maladies, les animaux sauvages, les tribus hostiles. Pour mieux mettre en valeur les avantages du voyage en ballon. Exactement, plus de dangers, plus d'obstacles, on survole tout ça. Et Joe, lui, qu'est-ce qu'il en pensait? Joe, il était aux anges. Il s'imaginait déjà sur la Lune, en train de discuter avec les habitants. Un vrai rêveur, hein? Oui, il était persuadé qu'ils allaient faire des découvertes extraordinaires. Mais Ferguson gardait un secret. N'est-ce pas? Une invention qui allait révolutionner le voyage en ballon. Ah oui, la question de la direction du ballon se posait. Comment monter, comment descendre sans perdre de gaz? Ferguson avait trouvé la solution, un système ingénieux basé sur la dilatation et la contraction du gaz. En jouant sur la température, il... Exactement, il utilisait une pile de Bunsen pour décomposer l'eau en hydrogène et oxygène et ainsi contrôler la température à l'intérieur du ballon. Une idée de géniesse. Oui, ça permettait de monter et de descendre à volonté sans gaspiller le précieux gaz. Le 15 avril, ils arrivent enfin à Zanzibar. Accueilli par le consul anglais, qui était d'abord sceptique, mais qui a vite été conquis par l'enthousiasme de Ferguson. Et là, ils apprennent une mauvaise nouvelle. Oui, l'expédition de Speke, partie explorer le lac Victoria, est portée disparue. Un mauvais présage. Oui, ça rappelle que l'Afrique est un continent dangereux. Par prudence, ils décident de préparer le ballon sur l'île de Koumbeni. C'est plus sûr. Le gonflement du ballon, baptisé Victoria, est une opération colossale. Imaginez, un ballon immense qui prend forme petit à petit. Joe était émerveillé. Et le 18 avril, c'est le grand départ. Au dernier moment, Kennedy se décide à rejoindre Ferguson. Il n'a pas pu résister à l'appel de l'aventure. Un vrai ami. Oui, et ils s'envolent tous les trois. Ferguson, Kennedy et Joe. Direction le sud. Le début d'une aventure extraordinaire. Absolument. Racontez-nous leurs premières impressions. Le spectacle est incroyable. Ils survolent les nuages, atteignent des altitudes impressionnantes. Tout semble immobile, paisible. Le mont Rubeho défile sous leurs yeux. On imagine la sensation de liberté. Oui, et puis la facilité avec laquelle ils franchissent les montagnes. Ferguson compare les difficultés du voyage terrestre avec la simplicité du voyage aérien. Plus de bêtes de somme, plus de guides, plus de dangers. Le ballon, c'est la solution miracle. Oui, du moins en théorie. I am évident. Ils ont quand même quelques petites mésaventures. Ils doivent se poser pour chasser, et là, ils sont attaqués par une tribu de Kanyemé. Ah oui, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise rencontre. Heureusement, Kennedy et Joe sont de bons tireurs. Ils repoussent l'attaque. Ouf. Ils passent une nuit en plein air, puis reprennent leur voyage. Jusqu'à arriver à Kazé. Exactement. Kazé, c'est quoi le jeu? Disons Joe Fonorato. Disons que ce n'est pas vraiment une ville, plutôt un grand village, avec des habitations dispersées, des champs cultivés. Et comment les habitants réagissent-ils à l'arrivée du ballon? Stupeur et admiration. Ils prennent Ferguson et ses compagnons pour des dieux descendus du ciel. Défi de la lune, comme ils disent. Oui, ils se prosternent devant eux, leur offrent des cadeaux. Joe devait être ravi. Ah oui, il adorait être le centre de l'attention. Il se favanait devant la foule. Mais tout se passe pas comme prévu. N'est-ce pas, va? Malheureusement, non. Il y a un incident. Un sorcier, jaloux de leur pouvoir, essaie de s'emparer de l'encre du ballon. Il se retrouve accroché à l'encre et s'envole avec le ballon. Vu, Vanoa. Imaginez la scène. Le sorcier hurlant de terreur, la foule affolée. Un sacré spectacle. Oui, et puis le ballon disparaît dans les nuages, emportant le sorcier avec lui. Mais il réapparaît plus tard. Oui, heureusement. Le sorcier réussit à se détacher de l'encre et à atterrir sain et sauf. Plus de peur que de mal, alors. Oui, mais cet incident a un peu refroidi l'enthousiasme des habitants. On les comprend. Ils ne les considèrent plus vraiment comme des dieux. Le voyage reprend, et Ferguson en profite pour philosopher un peu sur l'avenir de l'Afrique. Oui, il est convaincu que l'Afrique a un grand avenir devant elle. Il pense qu'elle deviendra un centre de civilisation quand l'Europe et l'Amérique seront épuisées. Un visionnaire. Oui, il voit l'Afrique comme un continent plein de ressources, avec un climat idéal pour l'agriculture.
Et Kennedy, il est d'accord avec lui. Pas vraiment. Il est plus pessimiste. Il craint que l'industrialisation ne détruise la beauté naturelle de l'Afrique. Un débat toujours d'actualité. Absolument. Et puis, il y a cet orage terrible. Ah oui, non, une tempête d'une violence inouïe. Ils sont pris dans un déluge de pluie et de grêle. On imagine la peur. Oui, et puis il a le feu Sainte-Anne, des flammes bleues qui dansent sur le ballon. Un spectacle effrayant et fascinant à la fois. Oui, ils ont vraiment frôlé la catastrophe, mais Ferguson a su garder son sang-froid. Il a manœuvré le ballon avec habileté et a réussi à éviter le pire. Un vrai héros. Oui, Et juste après l'orage, une nouvelle rencontre improbable. un éléphant. Il le voit au loin et d'abord il pense que c'est un serpent, mais en s'approchant, il réalise que c'est une trompe d'éléphant. Et l'éléphant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche du ballon et s'accroche à l'ancre. Oh non. Oh non. Oui, et il commence à tirer le ballon, se tracté par un éléphant. Incroyable. Kennedy essaie de le faire lâcher prise en tirant dessus, mais rien n'y fait. L'éléphant est têtu. Il risque de s'écraser. Oui, alors Ferguson prend une décision radicale. En couper l'encre. Un choix. Oui, mais ils n'ont pas le choix. Ils se retrouvent à la dérive, sans encre. Éléphant. Il est parti, avec l'encre accrochée à sa patte. Une aventure de plus à leur actif. Exactement. Ils survolent ensuite le lac Victoria, découvert par Speke quelques années plus tôt. Un lac immense parsemé d'îles. Ils ne peuvent malheureusement pas explorer la partie sud, mais ils observent les tribus qui vivent sur les rives. Et puis, il y a la traversée du Nil. Un moment fort du voyage. Le Nil, ce fleuve mythique qui fascine les explorateurs depuis des siècles. Il survole des paysages grandioses et Ferguson se prend à rêver d'un avenir radieux pour l'Afrique. Un continent qui renaît. Oui, il imagine des villes modernes, des champs fertiles. Mais Kennedy est toujours aussi pessimiste. Oui, il craint que la civilisation ne détruise la beauté sauvage de l'Afrique. Un débat qui n'est pas prêt de se terminer. Non, en effet. Et puis, il y a cette rencontre avec un homme prisonnier. Ah oui, il le voit au loin, attaché à un arbre, entouré d'une foule hostile. Que font-ils? Ferguson n'hésite pas une seconde. Il décide de le sauver. Mais comment s'y prendre? Il fait descendre le ballon discrètement, puis éclaire la scène avec un puissant projecteur. Effrayant pour la foule. Oui, les indigènes sont terrifiés et ils prennent la fuite. Et le prisonnier? Ils le détachent et le hissent à bord du ballon. Un sauvetage héroïque. Oui, et ils découvrent que le prisonnier est un missionnaire. Il leur raconte son histoire. Oui, il a été capturé par une tribu hostile. Il a subi des tortures, des privations. Un récit poignant. Oui, mais malheureusement, le missionnaire est très faible. Il meurt quelques heures plus tard. Oh non. Il décide de l'enterrer dans un ravin. Et là, surprise, qu'est-ce qu'il découvre? Une mine d'or, un filon d'une richesse incroyable. La fortune leur sourit. Oui, mais Ferguson refuse de s'attarder. Il a un objectif, traverser l'Afrique. L'or ne l'intéresse pas. Un homme de principe. Oui, ils reprennent leur voyage, mais ils sont bientôt confrontés à un nouveau problème. La soif. Il manque d'eau. Oui, leurs réserves s'amenuisent dangereusement. Ils survolent une région désertique, sous une chaleur accablante. Ils cherchent désespérément une source d'eau. Un moment angoissant. Oui, ils sont au bord de l'épuisement, mais au dernier moment, ils aperçoivent une oasis. Sauver sa tour. Oui, ils se posent près d'une source et se précipitent pour boire. On imagine leur soulagement. Oui, c'est un moment de joie intense. Ils ont vraiment failli mourir de soif. Après cette épreuve, ils reprennent leur voyage. Ils survolent des paysages magnifiques, regorgeant d'animaux sauvages. Kennedy rêve de chasser, mais le ballon va trop vite. Dommage pour lui. Oui. Et puis, ils arrivent au lac Tchad. Encore un lac immense. Oui, et là, Joe a une idée folle. Se baigner. Dans le lac Tchad. Oui. Il se déshabille et plonge dans l'eau. Imprudence. Et il se fait attaquer par un crocodile. Oh non. Heureusement, il parvient à s'échapper, mais il est terrifié. On le comprend. Oui, il ne recommencera pas de sitôt. Et puis, il y a cette attaque de vautours. Ah oui, une scène terrifiante. Ils sont encerclés par des vautours affamés qui s'acharnent sur le ballon. Un vrai cauchemar. Oui, Kennedy se défend comme il peut avec sa carabine, mais les vautours sont nombreux. Et Joe Way? Joe, dans la panique, tombe du ballon. Oh non. Ferguson et Kennedy sont horrifiés. Ils le voient tomber dans le vide. Est-il mort? On ne sait pas. Ils le cherchent pendant des heures, mais ils ne le retrouvent pas. Ils doivent continuer leur voyage. Oui, à contre-cœur. Mais ils gardent espoir de le retrouver vivant. Et le ballon? Il a été endommagé par un vautour. Il perd de l'attitude. Il risque de s'écraser.
Oui, alors Ferguson prend une décision difficile. Larguer une partie de l'enveloppe du ballon. Un sacrifice nécessaire. Oui, ça la permet de regagner un peu d'altitude, mais ils sont toujours en danger. Et puis, miracle. Joe réapparaît. Oui, contre toute attente, il est vivant. Comment a-t-il survécu? Il a eu une chance incroyable. Il est tombé dans une forêt et il a réussi à s'en sortir. Ouf! Oui, il a erré pendant des jours, affamé, épuisé, mais il a fini par retrouver le ballon. Quelle joie de le revoir. Oui, Ferguson et Kennedy étaient fous de joie. Ils l'ont accueilli à bras ouverts. Le voyage reprend, mais les dangers sont toujours là. Ils traversent le désert épineux, arrivent à Zinder, puis repartent vers le nord. Ils se rapprochent de leur but. Oui, mais le ballon perd de plus en plus d'hydrogène. Ils risquent de s'écraser. Oui, et ils survolent une région dangereuse, habitée par les talibans. Une tribu hostile. Oui, des guerriers cruels et sanguinaires. Ils doivent fuir. Oui, mais le ballon descend inexorablement. Que font-ils? Ils se délestent de tout ce qu'ils peuvent. Les vivres, les armes, les vêtements. Un sacrifice ultime. Oui, et finalement, ils se séparent de la nacelle elle-même. Ils s'accrochent au filet du ballon et se laissent glisser vers le sol. Un atterrissage périlleux. Oui, mais ils ont de la chance. Ils arrivent près du fleuve Sénégal. Sauver. Pas tout à fait. Il y a les chutes de Gouina. Ils ne peuvent pas les traverser. Que font-ils? Ferguson a une idée de génie. Utiliser le filet du ballon comme une montgolfière. Une montgolfière. Oui, il la remplit d'air chaud en brûlant de l'herbe sèche. Et ça marche. Oui, il s'envole de justesse sous les tirs des talibans. Un dernier exploit. Oui, et ils atterrissent sains et saufs sur l'autre rive du fleuve. Où ils sont accueillis par des soldats français. Exactement. La fin d'une aventure incroyable. 5 semaines de voyage, de danger et de découverte. Un récit palpitant qui vous transporte au cœur de l'Afrique. Si vous voulez découvrir tous les détails de cette aventure extraordinaire, n'hésitez pas à vous procurer le livre illustré de Jules Verne, 5 semaines en baron, disponible chez Éditions Quill sur Amazon.fr. Un livre qui vous fera rêver, vous fera voyager, vous fera réfléchir. Merci de nous avoir suivis dans ce deep dive littéraire. Au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle exploration. À bientôt.